BBP on the track. Rocky Golden. Malgré tout ce que t'as fait, je n'ai jamais cessé de t'aimer, oh mon bébé. Très souvent t'as pas assuré, tu m'as trop blessé. Oui, oui, tu reconnais pas, mais un jour tu t'en mordras les doigts. Je t'ai toujours donné à fond, j'ai pas voulu te perdre, ça se voyait dans mes yeux. Je t'ai donné le meilleur de moi. Les mutins disent qu'ils ont fait la guerre. Ça, vous avez déjà entendu ça au moins. Ils disent on a fait la guerre pour lui, il n'a qu'à nous payer. Ça veut dire qu'on a tué pour lui. Il n'a qu'à nous payer. Donc ça veut dire qu'on a tué aussi. Ça veut dire que les mutins disent qu'ils ont tué aussi. Bon, si les mutins eux-mêmes, ils disent qu'ils ont tué aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on poursuit un seul camp? Pourquoi on va poursuivre M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé alors que les autres eux-mêmes ils disent qu'ils ont tué aussi? Moi je trouve ça scandaleux. C'est la même chose qu'un Soro Guillaume qui dit je suis devenu rebelle, j'assume. Bon, vous attendez quoi pour appeler ce monsieur qui reconnaît qu'il a été rebelle et donc il a tué aussi? Nous, de notre point de vue, les déclarations faites par les mutins montrent très clairement qu'ils ont commis des crimes en Côte d'Ivoire. Et en même temps que les mutins se dévoilent, en même temps ils incriminent aussi M. Ouattara. Puisqu'ils disent que c'est lui qui nous a embauchés pour nous battre pour lui, il n'a qu'à nous payer. Donc ça veut dire que lui-même aussi, c'est lui qui est notre chef. Et il a payé. À partir de là, nous disons clairement à la Cour pénale internationale de deux choses l'une. La CPI, ou bien vous lancez un mandat d'arrêt international pour M. Ouattara et M. Soro Guillaume et tous les chefs de guerre, y compris les mutins qui sont encore là, qui eux-mêmes affirment, ou alors, je pense qu'il faut nous libérer M. Laurent Gbagbo pour que de toute façon, on soit quitte. Comme vous ne voulez pas, moi j'estime que la justice, elle ne doit pas être à deux vitesses. C'est pour cela que depuis longtemps, nous parlons de justice des vainqueurs. Les gens disent, oui, mais docteur Boga, tu es militant des droits de l'homme, et puis tu dis, il ne faut pas qu'on juge les gens. Non, c'est que vous ne comprenez pas ce que docteur Boga dit. Docteur Boga dit, si vous voulez juger, jugez tout le monde. Si vous voulez appliquer la justice, appliquez la justice pour tout le monde. Mais si vous n'avez pas le courage de juger M. Ouattara, de juger M. Soro Guillaume, et de juger tous les comme zones, de grâce, libérer le président Laurent Gbagbo. Peut-être que ça apporterait un peu plus de paix. Alors, en terminant justement, j'ai lu un papier bon, je le considérais aussi quand même comme un intellectuel un peu, lui et Tibius Kofi. Il y avait Venance Kona, M. Venance Kona qui est le DG de Fraternité Matin, le journal gouvernemental, qui a sorti une déclaration dans laquelle il dit, oui, selon lui, la libération du président Laurent Gbagbo va vraiment envenimer la situation. Ses partisans vont danser. Après, ses partisans vont dire que M. Ouattara n'a pas gagné l'élection. Après, ses partisans ne vont pas regarder M. Ouattara. Mais ça, ce sont des élucubrations de quelqu'un qui a peur. Mais il faut avoir peur. Nous, on ne gère pas les humeurs. Nous gérons les faits. Si vous considérez qu'il est criminel, mais diable, il n'a pas fait la guerre seul contre lui seul. Appelez M. Ouattara. Et puis vous allez les mettre tous à la CPI. Et puis en ce moment, on les quitte. S'il n'est pas capable de le faire, ayez le courage de libérer M. Laurent Gbagbo, de sorte que le pays soit un peu tranquille. Chers amis, cette mutinerie, et j'en aurais fini, cette mutinerie de début janvier jusqu'à maintenant, elle montre très clairement que la Côte d'Ivoire est vraiment en danger. J'ai lu même des déclarations du maire de Bouaké. Je crois que c'est le maire ou le préfet. Je crois que c'est le préfet. Il a dit que Bouaké est une poudrière à ciel ouvert. Et si on a découvert des armes chez le collaborateur de M. Guillaume Soro, Soul to Soul, cela veut dire que chaque chef de guerre a chez lui, en tout cas quelque part, des armes cachées. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en danger pour un certain temps. Et pour combien de temps? Et du coup, on voit là que l'ONU a échoué dans le principe de DDR, le désarmement, démobilisation et réinsertion. C'est un processus qui a échoué. Parce qu'on n'a pas réussi à prendre les armes à ces jeunes-là, et ils ont gardé les armes par devers eux, et ils prennent la République en otage. Et en tant qu'Ivoirien, j'ai peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et il y a de quoi avoir peur pour ces jeunes-là. Donc voilà un peu
le tableau que nous voulions dresser. Et là-dedans, il n'y a pas de faux fuyants, mais nous argumentons et puis nous prenons position de façon ferme. Nous voulons une Côte d'Ivoire réconciliée parce que nous sommes fatigués de cette situation. Je vois très bien qu'il y a un mouvement, il y en a qui disent je demande pardon, j'invite au pardon. Bon, apparemment c'est Guillaume Soro qui est très en vogue sur ce chantier-là. Moi je voudrais dire aussi à M. Guillaume Soro, à ses partisans, et même M. Ouattara aussi, il utilise un peu le pardon là, lui il est très étranger. Il faut que les gens de l'ancien pouvoir là, demandent pardon. Bon, on ne sait plus finalement qui demande pardon, qui veut qu'on lui demande pardon, tout ça. C'est trop compliqué. Moi je veux simplement leur dire que quand on est au pouvoir, on ne parle pas, on agit. Il y a des prisonniers politiques, il faut les libérer. Et en parlant des prisonniers politiques, ils sont nombreux qui sont des anonymes. Et le cas que je cite, c'est celui de Mme Gbagbo. Vous avez vu, elle a été jugée récemment pour crime contre l'humanité. Dans le domaine des crimes là. Crime contre l'humanité, mais c'est le plafond. Quand on te juge pour crime contre l'humanité, ça veut dire que tu es le plus grand criminel de la planète. Et puis pour ces crimes, on dit non, elle est innocente. Mais si elle est innocente pour crime contre l'humanité, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant en prison encore pour atteindre à la sûreté de l'État? Non, arrêtons ça. Et puis il faut jouer avec la vie des gens. Quand vous les envoyez en prison, ils sont en bonne santé, mais quand ils en sortent, ils sont défigurés. Je vous cite l'exemple de Kwa Justin. Vous regardez la photo avant que M. Kwa Justin ne rentre en prison. Regardez la photo quand il a été présenté à un juge. Mais il est méconnaissable. Il y a beaucoup de choses qui se font dans nos prisons, dans les prisons de M. Ouattara. Donc, chers amis, c'est un peu les propos luminaires que nous voulions vous tenir et pour lesquels nous avons effectué le déplacement. En fait, Copenhague a été pour nous un prétexte pour analyser la situation de la Côte d'Ivoire. Et si vous regardez bien le discours de M. Hervé Guaméné et le mien, M. Hervé Guaméné a tracé le tableau. Il vient d'Abidjan, il nous dit « Ah, voici ce qui s'est passé à Abidjan. Voici ce que les rebelles ont dit. » Et en faisant un peu l'historique de tout ce que nous avons vécu dans la crise ivoirienne jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de faire un peu le point pour vous dire que cette mutinerie, elle n'engage que M. Ouattara. Il y a un deal entre lui et les mutins. Il faut qu'il gère ça parce que nous, on ne peut pas être responsable de cela. En tout cas, quand je dis nous, je veux parler de la Côte d'Ivoire de tous les Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas dans ce qui est considéré comme prime à verser à des mutins et tout cela. Or, nous savons que ce n'est pas à travers nos propos qu'on va tout dire. Certainement qu'il peut y avoir des préoccupations. On est prêt à y répondre avant que nous puissions nous séparer. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup d'être venu échanger un peu. Ça apporte toujours un peu plus, voilà, sur la situation de la Côte d'Ivoire. Merci. La suivante, c'est dans la procédure à la CPI. Okay. Est-ce qu'il est possible, juridiquement, puisque le procès en termes de témoignages, tout est clos déjà, est-ce qu'il est possible que les derniers événements qui sont passés en Côte d'Ivoire en termes de mutinerie, avec leurs conséquences, peuvent être pris en compte par la défense du président Gbagbo? Est-ce que ces éléments peuvent être à nouveau ajoutés au dossier de défense, n'est-ce pas, du président Gbagbo et de Blé Goudé? Parce que, bon, c'est des faits qui viennent de se passer. Ok. Et puis, deuxième question, plus spécifiquement à M. Guaméné, puisqu'il vient d'Abidjan, il y a une découverte d'armes, il y a eu cette affaire de découverte d'armes à Boaké. On apprend dans les coulisses que le dossier est sur la voie d'être classé. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Et deuxième question, qu'est-ce qui justifie l'implication de l'ONU dans ce problème qui est ivoiro-ivoirien à mon sens? Voilà les deux questions en entendant. Oui, merci beaucoup. D'accord, sur la première question, est-ce que ce qui vient de se passer à Abidjan, les mutineries peuvent être prises en compte par la défense de la CPI? Il faut comprendre que les procédures à la CPI sont très techniques. D'abord, avant l'ouverture du procès, il y a ce qu'on appelle le rassemblement des éléments de preuve et ensuite la communication des éléments de preuve. Voilà. C'est-à-dire le procureur qui poursuit, il rassemble ces éléments de preuve et des délais bien précis avant le procès, il communique ces éléments à la défense. De même aussi, la défense aussi a un délai aussi pour communiquer et sa réponse et ses éléments de preuve.
De sorte que, du point de vue technique, ces éléments-là, la défense ne peut plus s'en servir comme moyen de défense à communiquer au procureur, mais ça peut toujours servir d'argument dans les plaidoiries, parce que les plaidoiries sont spontanées. Voilà, les plaidoiries, c'est après les plaidoiries orales qu'on fait maintenant par écrit également ce qu'on appelle. Donc, du point de vue technique, il n'y a pas d'élément par rapport qu'on va communiquer au procureur comme moyen de défense, mais on peut s'en servir comme des faits qui viennent appuyer une argumentation. C'est à cela que ça peut servir. L'autre question, on est sur le point, le dossier est sur le point d'être classé. Bon, ça, c'est des informations qui fuitent. Mais ce qu'on sait, c'est que M. Soumaro Souleymane Kamakate, c'est ça, Toussoul, a été convoqué par la gendarmerie. Il a été auditionné 2 fois déjà. Voilà, 2 fois déjà, mais cependant, il est retenu à la maison. Donc, parce que dans la procédure, il y a ce qu'on appelle l'enquête préliminaire qui est confiée à un officier de police judiciaire. Quand il finit ses auditions, s'il estime qu'il y a des risques que celui qui l'auditionne peut soit fuir ou bien soit influencer sur l'enquête, il peut ce qu'on appelle le mettre en garde à vue, c'est-à-dire le garder dans un commissariat ou bien dans une gendarmerie pendant au maximum 4 jours. Et après ces 4 jours, il demande l'avis du procureur s'il faut le relâcher ou bien s'il faut également l'envoyer ce qu'on appelle en détention préventive à la banque à le temps que sa solution soit trouvée. Dans son cas, il a été entendu 2 fois, il est réparti chez lui. Et donc, on suppose que l'officier de gendarmerie qu'il a interrogé en présence d'un procureur adjoint, il a fini son enquête préliminaire, en principe. Il doit communiquer maintenant le dossier au procureur qui va estimer s'il y a des éléments qui constituent une infraction ou pas. Et ensuite, il doit décider s'il faut poursuivre ou pas Soumaro Souleymane. Et comme on l'a dit, le procureur également a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuivre. Le procureur peut regarder au vu des déclarations et peut dire non, il n'y a pas lieu de poursuivre, donc on va classer l'affaire. Voilà, donc pour l'instant, officiellement, le parquet n'a pas encore communiqué sur l'affaire. Le parquet n'a pas encore dit s'ils ont classé ou pas, ou bien si l'enquête se poursuit. Ce qu'on sait, c'est que Souleymane a été entendu 2 fois à la gendarmerie. Est-ce qu'il y a une 3e audition? Est-ce qu'il y a des confrontations? Mais nous donnons une enquête ouverte. Et je pense que pour ce genre de dossier, ce n'est pas en 1 semaine ou en 2 semaines qu'on pourra décider s'il faut classer ou pas l'affaire. Ça, c'est ce qui est en ce qui concerne les rumeurs de dossiers qui est sur le point d'être classé. Et maintenant, pourquoi l'implication de l'ONU? Non, enfin, généralement, on demande des enquêtes internationales juste pour une question d'impartialité. Voilà, parce que certains estiment que cette affaire d'armes retrouvée chez Souleymane Kamate, qui est un proche de Soro qui a été le bras sécuritaire de Ouattara dans la rébellion, si on doit encore les confier sur cette enquête-là, on risque de brouiller les pistes et la vérité ne sera pas sûre. Parce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, appartient à une communauté internationale. Donc c'est une situation qui peut influencer sur la communauté internationale, d'où la nécessité d'impliquer la communauté internationale dans l'enquête pour une question de partialité. C'est ce que je pense. Voilà. Donc c'est pas mauvais que l'ONU soit impliquée également dans cette enquête. Voilà. Et j'ajouterais sur le 3e point pour commencer là, et puis peut-être dire un mot sur les autres, c'est qu'il y a quand même la Côte d'Ivoire était sous embargo. Et selon les premières informations que vous et moi avons, c'est que ces armes, selon les premières infos, je dis, seraient acquises depuis le temps où l'embargo existait. En ce moment, ça veut dire que l'embargo aurait été violé. Si l'embargo est violé, qui avait pris l'embargo? C'était bien l'ONU. Donc l'ONU se sent là interpellée, premier élément. Mais deuxième élément, je crois qu'il y a eu un rapport de l'ONU dans lequel on accusait M. Soro Guillaume de détenir 300 combien 300 tonnes d'armes. Donc l'ONU, ayant eu le courage de faire cette révélation, et on trouve ces armes-là chez un collaborateur de M. Soro Guillaume, l'ONU se dit là, mais peut-être que c'est ce que nous avions dit qui est en train de se dévoiler. Donc l'ONU se sent invitée ou interpellée dans le dossier. Surtout si ces armes ont été acquises avant, c'est pas compliqué, hein. L'ONU peut demander une enquête pour savoir où les armes ont été achetées, à quel moment et dans quel pays. Non, il y a des traces, forcément. Donc, je veux dire, de toute façon, est-ce que la Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, est dirigée par elle est vraiment libérée? Tant que l'ONU est assise avec, comment dirais-je, l'ONUCI qui est dans notre pays, je pense que tout ce qui concerne la sécurité et tout ça, l'ONU se sent fortement impliquée. Les casques bleus sont dans notre pays. Il semblerait que c'est à la fin de ce mois de juin que les casques bleus rentrent,
que l'ONU rentre. À partir de là, peut-être que la Côte d'Ivoire va redevenir un État souverain, peut-être au sens plein du terme. Mais sinon, depuis la crise, notre sécurité et tout cela, même pour voir si le niveau de sécurité est élevé ou baissé, c'est l'ONU même qui le fait depuis un certain temps. Donc l'ONU est vraiment impliquée dans cette question de sécurité dans notre pays. Maintenant, s'agissant de la question de M. Soul où la rumeur dit que le dossier serait prêt à être classé, à la suite de ce que Maître Ouamene a dit, moi ce qui me préoccupe, c'est quand même le côté flagrant de ce dossier-là. Je me rappelle qu'on a pris un homme politique appelé Sam l'Africain parce qu'il aurait tenu des propos irrévérencieux à l'égard du chef de l'État. Et le procureur de la République, que je connais très bien, que je salue au passage, le procureur Adou, il a fait un communiqué pour dire, selon la procédure de flagrant délit, il a été rapidement déféré. Bon, on a pris des armes chez quelqu'un, des armes meurtrières, des armes de guerre. Et puis il est en liberté. Il va à la maison, on vient, on l'entend. Mais comment je vois à la Makala, il y a des jeunes étudiants qui sont là-bas, qui n'ont jamais rencontré un juge, simplement parce qu'ils ont peut-être porté un t-shirt de Gbagbo, etc. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ces choses-là. Si vous voulez faire de la Côte d'Ivoire un état de droit, un état sécurisé, je vous en prie, mais ayons le courage d'appliquer les principes de droit. Ne faisons pas une justice à deux vitesses. Une justice qui a peur de certains, et puis une justice qui braque d'autres fils du pays. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et c'est pour cela que moi, je voudrais bien saluer le courage que des juges ivoiriens ont eu de dire que Mme Gbagbo est innocentée pour crime contre l'humanité. Si vous avez eu le courage de l'innocenter pour crime contre l'humanité, mais ayez le courage aussi de la libérer sur des questions banales pour lesquelles elle est groupée encore en prison. Mais tous ces jeunes prisonniers politiques, il faut les libérer. Maintenant, là même, je suis à l'aise pour parler maintenant des prisonniers politiques, puisque même les Soro Guillaume disent qu'il y a des prisonniers politiques, il faut les libérer. Parce qu'hier, quand on leur disait qu'il y avait des prisonniers politiques, ils disent c'est faux, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Il faut libérer ces gens-là. On a besoin d'apaisement dans ce pays. Pour avoir un pays apaisé, mais il faut poser les actes qu'il faut. Voilà. Bon, sur la question de la CPI, je crois que M. Comédé a été très clair là-dessus. Il y a un domaine où ça peut toujours servir. Surtout que, bon, les rebelles nous ramènent en 2010. Ils disent qu'ils ont été envoyés pour agir. Je pense que, c'est pas, je crois que M. Antit appuie l'équipe de Charles Blé vont suffisamment exploiter ça. Ça, c'est inévitable. Même si des dossiers ont été déposés à la plaidoirie, il faut démontrer que ce que nous disons là, voilà ce que. Parce qu'ils présentent souvent des films là. C'est vrai que normalement les films qu'on présente sont déjà communiqués, mais ils disent bon voilà, ils vont plaider là-dessus, ils vont utiliser ça. Moi je pense que ça va beaucoup servir. Et ça va desservir certains. Voilà, CPI. Je voudrais que nous en disions au moins quelques mots. Est-ce que cela fait 11 fois maintenant que la liberté provisoire tant attendue n'a pas été accordée. On reprend encore la même rengaine, on est encore, on nous dit que la prochaine fois sera la bonne. Est-ce que cette 12e fois sera effectivement la bonne? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Bon, je pose la question tout simplement parce que, bon, il faut la poser parce que nous avons besoin de savoir. Bon, bien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà. Donc, moi, c'était un peu pour savoir comment est-ce qu'ils ont eu tous ces fonds-là. Voilà. C'était mon inquiétude. Voilà. Oui, c'est le dossier agro-business. Oui. Et puis, avant ça, il y a des éléments à passer. Sur la question de toute façon, il faut qu'on se dise, dans le domaine des droits de l'homme, nous avons un principe qui dit que lorsque la justice est saisie, tout le monde se dessaisit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que normalement, quand tu as un dossier qui arrive chez le juge, tout le monde est obligé de se taire et puis d'attendre que le juge tranche. Parce que dans la conception des républiques, le juge c'est quelqu'un de neutre, il n'est pas partisan, et quand il sort sa parole, en principe, elle apaise tout le monde. Et puis tout le monde est censé respecter la décision de justice. Si je m'appuie sur ce principe,
On ne serait même pas en train de parler des CPI et tout. Mais c'est parce que, tel que le projet est conduit, tel que la CPI fonctionne, la plupart des États africains et même des élites africaines que nous sommes, on a constaté que la CPI ne s'intéresse qu'à nous autres. Et puis elle laisse les autres. On ne peut pas accepter. C'est pour cela qu'on se permet, je le dis parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas là pour toujours parler de la CPI. Mais c'est parce que c'est son fonctionnement qui nous donne de parler de cette façon-là. S'agissant du cas du président Laurent Gbagbo, mais ça fait quand même 11 fois. Et même pour aller plus loin, dans le sens où vous allez, cher ami Hiro, hein, on a été plusieurs fois à la Cour pénale internationale. On a parfois assisté au procès. J'y étais le 28 janvier 2016 à l'ouverture du procès avec mon ami qui est là, Claude Bouchou. On assistait à l'ouverture du procès. Depuis qu'on refuse la mise en liberté provisoire au président Laurent Gbagbo, quels sont les arguments que non, il peut profiter de ses réseaux, le monsieur, il est de certain âge, il est connu, il vous dit, d'ailleurs même pour mettre quelqu'un en liberté provisoire, vous pouvez choisir un pays quelconque, où on le met en liberté provisoire, et puis il peut assister au procès. Je me rappelle que le président du Kenya a été convoqué à la Cour pénale internationale, il est parti du Kenya, il a assisté à son procès. On peut le faire pour le président Laurent Gbagbo. Et c'est tout ça là, quand nous analysons, nous autres considérons qu'en réalité, c'est comme si, quand la crise a éclaté, le président Laurent Gbagbo a été enlevé pour pouvoir permettre à M. Ouattara de gouverner. En fait, on se dit, la communauté internationale se dit, s'il est dans le pays, est-ce que vraiment ce pays peut être gouverné? Et je pense que ça a été une sorte, et c'est pour cela qu'au début, jusqu'à maintenant d'ailleurs, on n'a pas changé de position, nous considérons qu'il y a une prise d'otage. Je dis cela parce que la question de mise en liberté provisoire, elle dépend des juges. Vous avez la 11e décision là. Sur les 3 juges, le juge principal, je crois que tu l'as vu aussi, le juge central, il a même donné son accord. Lui, il était favorable pour qu'on lui accorde la liberté provisoire. Les 2 autres ont refusé. Et donc, des journalistes me demandaient, oui, mais docteur Bouga, il y a un qui a accepté. J'ai dit, mais tout ça là, c'est du pipeau. C'est une mise en scène. Si aujourd'hui ils disent qu'ils vont lui accorder la liberté provisoire, eux tous vont voter oui. Non, eux tous vont voter oui. Et puis ils vont trouver des arguments pour justifier ce oui. Mais comme ils ne veulent pas, le juge président peut faire semblant de dire, moi je suis d'accord, mais c'est les 2 autres. Et puis nous on va attaquer les 2 autres. C'est le tribunal, c'est le même tribunal que vous consultez qui a refusé. Mais je pense que, en tout cas ça c'est un avis maintenant personnel. Je pense que les données sont en train de changer. Parce que depuis que le président Laurent Gbagbo est là-bas, ça fait maintenant 6 ans. Mais c'est la première fois que des journalistes européens, Mediapart, se rendent dans sa cellule pour l'interviewer. C'est vrai qu'elle était allée pour faire un livre. Elle a dit clairement, j'ai bien suivi ce que la dame a dit. Elle est allée pour l'interview pour un livre. Mais elle a demandé son accord pour publier. Et c'est sorti sous forme d'interview à travers les médias et tout cela. Moi, je pense que quand même la crise a fait son temps. Et il y a beaucoup de... Parce que pour accorder la liberté provisoire, il y a plusieurs éléments de circonstances que les juges regardent pour voir un peu s'il faut qu'on accorde tout cela. Et personnellement, pour finir sur cette question, le grand élément que moi je considère comme important, qui peut influencer les juges, c'est quand même que Mme Gbagbo, que la CPI voulait, pour la juger en même temps que Blé Goudé et le président Gbagbo, elle a été jugée en Côte d'Ivoire pour les mêmes crimes contre l'humanité. Et elle a été blanchie. Moi, je considère que le fait de l'innocenter pour les crimes contre l'humanité, c'est qu'il lui évite d'aller à la CPI. Mais si tu veux, s'il y a 3 co-accusés pour les mêmes faits, parce qu'il n'y a pas juge blanc, il n'y a pas juge noir. Hein. Juge, c'est juge. Avocat, c'est avocat. Ce sont les mêmes avocats qui plaident à la CPI, c'est les mêmes qui plaident à Abidjan, c'est les mêmes qui plaident partout. Là, il va à Londres pour plaider. C'est les mêmes avocats, c'est les mêmes juges. C'est les mêmes docteurs que nous sommes, quels que soient les pays, quelles que soient les couleurs. Donc moi, je considère que ce sont des éléments que les juges devaient pouvoir regarder. Et quand ils ont accepté, ils ont dit que Mme Gbagbo était innocente pour le crime contre l'humanité, la FIDOP a sorti une déclaration pour dire « Nous considérons que c'est un acte de réconciliation. Peut-être que le régime de M. Ouattara est en train de poser un acte pour dire « Bon, on est fatigué de la guerre, allons un peu à la paix. » Mais si le régime d'Abidjan veut la paix, je ne sais pas pourquoi est-ce que la CPI va encore continuer d'entretenir l'animosité et tout cela. Donc j'estime que c'est possible. Et puis en même temps, on a vu des actions politiques, des chefs d'État qui ont demandé voilà, qu'on lui accorde la liberté provisoire, ne serait-ce que ça. En tout cas, moi je pense que ça peut être un acte humanitaire quand même.
Parce que le monsieur est vieux, il est d'un certain âge, il est fatigué par le poids, et puis il n'a jamais refusé de comparaître. Donc moi je pense qu'on peut tenir compte de tous ces contextes-là, et puis lui accorder la liberté provisoire pour permettre aussi, de son côté, à ses partisans, de mettre bas la terre, et puis de sorte que la Côte d'Ivoire puisse au moins se réconcilier. Ça, c'est un appel qui n'a rien à voir avec le côté juridique, mais c'est le côté humanitaire en fait. Parce que quand je regarde la Côte d'Ivoire, cher frère Hiro, tu sais très bien que le pays est divisé. Il y a deux grands blocs. Il y a deux grands blocs profonds. Surtout parce qu'il y a une injustice. Deux se battent, on frappe un, on le frappe, lui, sa femme, ses fils, tout. Et puis l'autre côté est content. C'est tellement injuste. BBB on the track. Rocky Golden. Malgré tout ce que t'as fait, je n'ai jamais cessé de t'aimer, oh mon bébé. Très souvent t'as pas assuré, tu m'as trop blessé. Oui, oui, tu reconnais pas, mais un jour tu t'en mordras les doigts.